Salut, c'est Paola. Chaque jour, je vous lis un grand texte de philosophie en espérant que ça vous plaise. Enfin, sauf le jeudi, bien sûr. Semaine 2, ça promet. Aujourd'hui, vendredi, à la force de l'épée. Thomas Hobbes, Léviathan, 1651. La philo dans le texte, une production, Je discute. Hobbes est un philosophe anglais très célèbre du XVIIe siècle, dont la pensée a suscité d'importantes controverses. Connu comme théoricien de la monarchie absolue, il fait partie de ces penseurs du droit qui ont cherché à fonder la légitimité du pouvoir politique, non plus sur la religion ou la tradition, mais sur l'idée de contrat. Pour Hobbes, si un prince ou une assemblée peuvent légitimement imposer leur volonté à tout un peuple, composé d'hommes égaux et libres, et user de force envers eux, c'est parce que chaque citoyen leur a transféré son droit de se gouverner lui-même, par le biais d'un contrat passé avec l'ensemble des autres citoyens. Comment les hommes en sont-ils arrivés à renoncer ainsi mutuellement à leur liberté naturelle, les uns vis-à-vis des autres, au profit d'une puissance souveraine qui les domine tous? À cette question, Hobbes apporte la réponse suivante. Si les hommes ont institué des États, c'est afin d'assurer leur sécurité et se protéger des violences et menaces permanentes qu'ils s'imposaient les uns aux autres. Cette idée d'un contrat au fondement du pouvoir politique, Hobbes va l'exposer en 1651 dans son ouvrage le plus célèbre, intitulé Léviathan, traité sur la matière, la forme et le pouvoir de la République ecclésiastique et civile. Le Léviathan désigne un gigantesque monstre marin de la mythologie biblique. Il s'agit d'une métaphore désignant pour Hobbes cet être artificiel qu'est la République ou l'État, en latin civitas, par laquelle une multitude d'hommes se trouvent unis en une seule personne et une seule volonté. C'est à la génération de ce Dieu mortel à qui nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection, que Hobbes va s'intéresser dans ce livre. Hobbes n'abordera cependant la question de l'État que dans la deuxième partie de l'ouvrage, la première étant consacrée à l'étude de l'homme en général. Hobbes commence ainsi par s'intéresser à la manière dont l'homme sent, pense, parle, comment il accède à la connaissance, quelles sont ses vertus, ses croyances, pour en arriver finalement au chapitre 13, à la manière dont l'homme vit naturellement avec ses semblables. C'est dans ce chapitre 13, intitulé « De la condition naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur misère », que Hobbes développe sa thèse célèbre, selon laquelle, avant l'institution du pouvoir politique, les hommes se trouvent dans un état de guerre permanent de chacun contre chacun. Pour Hobbes, cet état de guerre vient principalement du fait que les hommes sont par nature égaux, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue intellectuel. Aucun homme ne bénéficie d'une domination ou d'une prééminence naturelle et indiscutable sur ses semblables. Chacun peut donc raisonnablement espérer l'emporter sur l'autre. Il en résulte une insécurité permanente qui oblige chacun, pour assurer sa vie et ses biens, à anticiper sans cesse les attaques qu'il pourrait subir de la part d'autrui, et à se livrer lui-même à des violences à son égard. Lorsque les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les maintient tous dans la peur, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre. Et cette guerre est telle qu'elle est celle de tout homme contre tout homme. Car la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de se battre, mais dans un espace de temps où la volonté de combattre est suffisamment connue. Et c'est pourquoi, pour la nature de la guerre, il faut prendre en considération la notion de temps, comme on le fait pour le temps qu'il fait.
car tout comme la nature du mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses, mais dans une tendance au mauvais temps durant de nombreux jours, la nature de la guerre ne consiste pas en un combat effectif, mais en une disposition connue au combat, pendant tout le temps où il n'y a aucune assurance du contraire. Tout autre temps est paix. Dans un tel état de guerre, il n'y a aucune place pour une activité laborieuse, parce que son fruit est incertain. Pas d'art, pas de lettres, pas de société. Et ce qui est pire de tout, la crainte permanente et le danger de mort violente. La vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. De cette guerre de tout homme contre tout homme résulte aussi que rien ne peut être injuste. Les notions de bien et de mal, justice et injustice, n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucun pouvoir commun, il n'y a pas de loi. Là où n'existe pas de loi, il n'y a aucune injustice. La force et la ruse sont en temps de guerre les deux vertus cardinales. Il résulte aussi de ce même état de guerre qu'il ne s'y trouve pas de propriété, de domination, de distinction du mien et du tien, mais qu'il n'y a que ce que chaque homme peut obtenir, et aussi longtemps qu'il peut le conserver. Mais pour Hobbes, les passions des hommes, comme leur raison, les poussent à chercher le moyen de sortir de cet état de guerre naturelle. La crainte de la mort et le désir de s'assurer une vie confortable incitent les hommes à passer entre eux des clauses de paix pour assurer leur sécurité mutuelle. Ces clauses de paix ou lois de la nature, qui nécessiteront l'institution de la puissance publique, de l'État pour les garantir, vont faire l'objet des 2 chapitres suivants du Léviathan. Dans l'état de guerre, tout homme a un droit sur toute chose, y compris sur le corps d'un autre homme, dans la mesure où cela lui permet de se conserver en vie. La paix ne peut donc s'acquérir qu'à la condition que les hommes renoncent tous ensemble à leurs droits sur toute chose, par le biais de conventions mutuelles. Comme le dit Hobbes, la transmission mutuelle du droit est ce que les hommes appellent contrat. La notion de contrat va ainsi faire l'objet d'un important développement dans le chapitre 14. Hobbes va en particulier établir des distinctions entre différentes manières de contracter, les conventions, les dons et les promesses, afin de préciser le régime d'obligations et de garanties qui s'impose dans chaque cas. Il y a une différence entre transférer un droit sur une chose et transmettre ou fournir, c'est-à-dire livrer, la chose elle-même. Car la chose peut être livrée en même temps qu'on transfère le droit, comme quand on achète ou vend argent comptant, ou qu'on échange des biens ou des terres. Et elle peut être livrée quelque temps après. De plus, l'un des contractants peut remplir sa part du contrat en livrant la chose et laisser l'autre remplir la sienne à un moment ultérieur déterminé, en lui faisant confiance dans l'intervalle. Alors, le contrat qui porte sur cette deuxième part est appelé pacte ou convention. Il se peut aussi que les 2 parties contractent maintenant et veuillent s'acquitter plus tard. Dans ces 2 cas, celui qui doit s'acquitter dans un temps à venir et à qui on fait confiance est dit tenir sa promesse, être fidèle à sa parole. Et s'il ne s'acquitte pas, dans le cas où c'est volontaire, on dit qu'il viole sa parole. Quand la transmission du droit n'est pas mutuelle, mais que l'une des parties le transmet dans l'espoir de gagner l'amitié ou les services de quelqu'un ou de ses amis, ou dans l'espoir de gagner une réputation de charité ou de grandeur d'âme, ou
pour délivrer son esprit des douleurs de la compassion ou dans l'espoir d'une récompense dans le ciel, il n'y a pas là contrat, mais don, don gracieux, grâce, lesquels mots signifient une seule et même chose. Les signes du contrat sont soit explicites, soit implicites. Sont explicites les paroles qu'on prononce en comprenant ce qu'elles signifient. Et ces paroles sont énoncées soit au présent, soit au passé, comme « je donne »,« j'accorde »,« j'ai donné »,« j'ai accordé ». Ou alors elles sont énoncées au futur, comme « je donnerai »,« j'accorderai », lesquelles paroles portant sur le futur sont appelées promesses. Les signes implicites sont tantôt la conséquence des paroles, tantôt la conséquence du silence, tantôt la conséquence d'actions, tantôt la conséquence du fait qu'on s'abstient de faire une action. Et en général, un signe implicite dans n'importe quel contrat est tout ce qui démontre de façon suffisante la volonté du contractant. Des paroles seules, si elles sont exprimées au futur et contiennent une simple promesse, sont des signes insuffisants d'un don gracieux. Et par conséquent, elles ne créent pas d'obligation. Car si elles sont exprimées au futur, comme « demain je donnerai », elles sont le signe que je n'ai pas encore donné. Et par conséquent, que mon droit n'est pas transmis, mais demeure en ma possession jusqu'à ce que je le transmette par quelque autre acte. Mais si ces paroles sont exprimées au présent ou au passé, comme « j'ai donné » ou « je donne pour que ce soit livré demain », alors je me suis dépossédé aujourd'hui de mon droit de demain. Et cela en vertu des paroles, quoiqu'il n'y ait pas eu d'autre démonstration de ma volonté. Car il y a grande différence de signification entre cette phrase « je veux que ceci soit tien demain » et cette autre « je te le donnerai demain ». Car la dénomination « je veux » dans le premier type de discours signifie un acte de la volonté au présent, alors que dans le second, elle signifie la promesse d'un acte de la volonté dans le futur. Et c'est pourquoi la première phrase exprimée au présent transmet un futur droit, alors que la seconde, exprimée au futur, ne transmet rien. Ces précisions faites, Hobbes va montrer que dans l'état de guerre naturelle, les conventions passées en vue d'instaurer la paix n'ont aucune force contraignante, et que les bonnes volontés qui s'y soumettent risquent toujours de se faire berner par ceux avec lesquels elles ont contracté. Comme dit Hobbes, les conventions ne sont que des mots et du vent, qui n'ont aucune force en eux-mêmes pour obliger, contenir, contraindre ou protéger quelqu'un. Une convention mutuelle ne peut tirer sa force d'obligation du simple fait pour les contractants de s'être promis quelque chose l'un à l'autre. Car rien n'est plus facile que de rompre une parole. Il est par ailleurs tout à fait légitime de rompre sa promesse lorsque l'on a toutes les raisons de croire que l'autre ne respectera pas ou n'a pas respecté la sienne. La promesse contenue dans une convention n'est pas en effet un engagement absolu et unilatéral de celui qui contracte, mais un engagement conditionné par la réciprocité. Dans l'état de nature, le respect des conventions reste par ailleurs soumis au droit de chacun de faire ce qui est conforme à ses intérêts. Les conventions basées sur de simples promesses sont donc nulles et invalides, s'il n'existe pas une puissance susceptible de contraindre les contractants à s'exécuter et à respecter leurs engagements réciproques. Garantir les promesses mutuelles et par là la sécurité de chacun, voilà donc pour Hobbes la raison première de l'institution de l'État. Si une convention est faite de telle façon qu'aucune des parties ne s'exécute tout de suite,